Alors, voilà mes liens d'intérêt aussi. Et donc, le problème du pneumocoque est bien complexe aussi, à la fois parce qu'il y a des nouveautés épidémiologiques, que c'est une bactérie complexe. Donc, comme on parlait avant de 90 sérotypes identifiés, maintenant on en est à 107, avec à peu près 40 sérotypes identifiés dans les infections invasives. 20 d'entre eux seraient responsables de plus de 80% des infections invasives dans le monde. Et on sait que les facteurs de virulence sont différents selon les sérotypes et que les sérotypes pathogènes changent, évoluent, ce qui rend complexe la composition des vaccins. Je vais aller assez vite sur la première partie parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, le fardeau du pneumocoque, je pense que vous le connaissez, c'est effectivement les méningites, les bactériémies, les pneumonies, les otites. Et en 2023, on recensait à peu près, d'après Santé publique France, 4661 infections invasives. Et dans les tranches d'âge, donc avec une incidence plus marquée, bien entendu, chez les nourrissons, et là aussi, et comme l'a dit Amandine, chez les personnes âgées, en particulier à partir de 65 ans. Et on voit en nombre de méningites, pour se rendre compte un peu du volume, qu'il y a eu à peu près 58 cas de méningite à pneumocoque chez les moins de 4 ans et 174 chez les plus de 65 ans en 2023. Alors bien, je n'ai pas noté le nombre de pneumonies et le reste du fardeau, mais on sait bien entendu que le pneumocoque représente un fardeau. Alors, on avait jusqu'en 2023 à disposition 2 vaccins. Je pense que tout le monde a à peu près ça en mémoire. Le vaccin dit donc le pneumovax, qui est donc un vaccin polysaccharidique, et on avait le vaccin Prevnar, qui est un vaccin conjugué. Et là aussi, pour aller vite, et parce que je pense que ces notions sont quand même globalement connues, la différence, c'est que le vaccin polysaccharidique a un impact uniquement sur la mémoire immédiate. En plus, il n'était pas immunogène chez les enfants de moins de 2 ans. Il n'a pas d'impact sur le portage et aussi une immunogénicité décroissante avec le temps qui fait qu'on a fait des allers-retours sur les recommandations, sur les rappels et qu'à la fin, finalement, il n'y avait pas de rappel préconisé avec ce vaccin. Et puis, on a eu l'introduction, je vais y revenir, d'abord du Prevnar 7, puis du Prevnar 7, qui avait l'avantage donc d'être un vaccin dit conjugué, qui est donc un vaccin qui était conjugué à une protéine vectrice et qui conférait donc une propriété de protection à plus long terme, avec une réponse humorale et une réponse cellulaire, donc sur l'immunité mémoire, qui avait un impact sur le portage, et vaccins qu'on pouvait administrer dès 2 mois, et donc qui sont des vaccins qui ont pris très vite le pas sur les vaccins polysaccharidiques. Alors, les recommandations jusqu'à présent étaient de cibler donc les personnes les plus à risque, et comme on le voyait, d'abord les nourrissons, et puis les personnes qui, par leur fragilité, pouvaient avoir des infections invasives à pneumocoque. Vous avez la liste, je pense que vous la connaissez, mais en particulier les patients immunodéprimés, avec un schéma vaccinal qui était, pour les nourrissons, le vaccin uniquement Prevnar, et chez les adultes, un vaccin Prevnar suivi d'un vaccin polysaccharidique 23 qui était le pneumovax. Si on reprend un peu l'histoire des recommandations vaccinales, le vaccin polysaccharidique a commencé à être commercialisé en 1987. Je ne vais pas vous faire un historique très long, mais ce qui est intéressant pour voir aujourd'hui la problématique des vaccins contre le pneumocoque, c'est effectivement d'avoir un peu la notion de cet historique et de voir l'impact que ça peut avoir sur le plan de l'épidémiologie et sur le plan des recommandations. Progressivement, on a eu l'apparition, donc la mise sur le marché de ce vaccin conjugué, mais uniquement contenant 7 sérotypes, et donc parmi les plus jeunes d'entre vous ne l'ont peut-être pas connu, qui était le Prevnar 7. Et puis progressivement, on a eu donc le Prevnar 13 et puis les nouveaux vaccins que je vais vous présenter.
Quand le Prevnar 7 a été commercialisé, on nous disait en 2003, ce vaccin a un impact sur 85% des sérotypes pathogènes circulants. Donc on pensait qu'on avait effectivement la solution. Il y a eu des débuts assez chaotiques des recommandations qui fait que la couverture vaccinale a mis un certain temps à être étendue. Mais pour autant, avec le temps, la couverture vaccinale a été plus importante et pour tous les nourrissons. Et qu'est-ce qu'on a vu très rapidement? C'est l'apparition de nouveaux sérotypes pathogènes non compris dans le vaccin Prevnar 7 et qui est devenue de plus en plus importante et qui fait que les infections invasives à pneumocoque sont devenues progressivement, majoritairement liées aux sérotypes non vaccinaux. Alors, bien entendu, on nous a répondu, ne vous inquiétez pas, les firmes travaillent et développent donc un vaccin qui couvre les sérotypes circulants, en particulier donc le 19A, si vous avez bien regardé tout à l'heure, et donc le 7F aussi. Et donc en plus donc, des 7 sérotypes, 6 sérotypes ont été ajoutés et on pensait effectivement qu'on serait tranquille pour assez longtemps. Et puis, voilà la situation épidémiologique actuelle qui est, à partir des données de 2023 publiées par Santé publique France, d'une publication de janvier 2025, qui montre une chose, c'est qu'on a, au moment du début de la vaccination avec le Prevnar 7, on commence à avoir une diminution qui n'est pas tout de suite importante parce que, effectivement, la recommandation est un peu floue. Introduction du Prevnar 13, on a une chute brutale de l'incidence. Et puis, on a une discrète remontée qui commence à être assez importante jusqu'en 2019, qui n'est bien entendu pas aussi importante qu'avant la période pré-vaccination. Puis on a une baisse autour des années 2020, 2021, 2022 qui correspond bien entendu à la période Covid. Et qu'est-ce qu'on repère? Eh bien on repère, je dirais que c'est pas exactement le même phénomène que pour le méningo, pour les mêmes raisons, mais on repère effectivement une nouvelle ascension en 2022-2023. Et ce qui est important, c'est que cette réascension est essentiellement liée à des sérotypes qui ne sont pas présents dans le Prevnar 13. Alors, en valeur absolue, si on regarde un petit peu dans la période pré-Prevnar 13, j'ai entouré les cas, vous voyez, chez les moins de 2 ans, on se rend compte que, par exemple, pour les infections invasives, on a 336 cas, et puis en 2023, on en a 225. Alors, oui, il y a une diminution, mais finalement, pas si importante que ça. Et si on regardait, indépendamment de l'arrivée des nouveaux vaccins, on pourrait s'attendre à une nouvelle ascension et finalement, en valeur absolue, à peut-être des chiffres similaires. Chez les plus de 65 ans, vous voyez aussi les infections invasives, 3408, 2581, et ensuite, tout âge confondu, on a bien entendu une baisse, donc ça permet de dire que la vaccination a eu un impact, mais que malgré tout, on se retrouve confronté à un questionnement sur le fait qu'on a une persistance d'infections invasives et une réascension avec des nouveaux sérotypes. Alors, entre-temps, depuis, on a des nouveaux vaccins. Alors, on a eu le premier vaccin, qui est un vaccin donc conjugué aussi, avec 15 sérotypes, qui s'appelle le Vaxneuvance, qui est intégré au calendrier vaccinal 2024. Le calendrier vaccinal précisant qu'on peut faire de façon non préférentielle soit le Prevnar 13, soit le Vaxneuvance chez les nourrissons. Et ce qu'on sait, c'est donc qu'il y a 2 sérotypes additionnels, le 22F et le 33F. Les données produites et confirmées par la HAS
disent qu'il n'y a pas de non-infériorité sur les 13 sérotypes identiques pour le vaccin à 15 sérotypes. Et il y aurait une meilleure immunogénicité sur le sérotype 3, sur lequel le Prévenard 13 a moins d'impact, et on le verra là sur les données épidémiologiques. Et par contre, peut-être que sur le sérotype 6, dans une étude, il y aurait peut-être des critères de moins bonne immunogénicité. Il y a plus d'effets indésirables locaux, sans que ça soit très spectaculaire. Et concernant les bénéfices apportés par le vaccin à 15 sérotypes versus 13, dans les données de Santé publique France publiées là en janvier, on dit qu'il y aurait un bénéfice supplémentaire de 10% chez les moins de 2 ans et de 5% chez les 2-17 ans. Donc, comme je le dis, il est intégré au calendrier vaccinal. Le Prévenard 20, qui au début s'est appelé l'Apexnar d'ailleurs, a été donc lui aussi introduit au calendrier vaccinal. Pour aller vite, donc il y a 7 sérotypes supplémentaires et la couverture sérotypique aujourd'hui de ce vaccin représenterait à peu près une couverture de 61% des infections à pneumocoque chez les adultes. Il y a bien entendu une supériorité de l'immunogénicité de ce vaccin conjugué par rapport au non conjugué, donc qui est le pneumovax. Il y a eu des données qui ont montré qu'il n'y a pas d'infériorité sur les 13 sérotypes communs et que sur 6 sérotypes sur 7, il y aurait une non-infériorité aussi. Par contre, que ce soit sur ce vaccin ou sur l'autre, sur le 15, il n'y a pas aujourd'hui encore de données cliniques, il n'y a que des données d'immunogénicité. Pour autant, l'HAS a décidé de l'introduire au calendrier vaccinal, à la fois par la notion de meilleure couverture sérotypique et aussi pour simplifier le schéma vaccinal. Et donc, désormais, il est recommandé de remplacer le schéma 13 plus 23 par un vaccin Prévenard 20. Dans une cible qui était jusqu'à présent, encore une fois, que les patients à risque. Le schéma vaccinal, donc, est donc de une dose unique. Pour les personnes qui avaient reçu précédemment des vaccinations par le 13 ou le 23, si c'était seulement l'un des vaccins, on peut faire un Prévenard 20 en respectant un délai de 1 an. Si elles avaient reçu un schéma complet, on respecte un intervalle de 5 ans. Et en l'état actuel des connaissances, il n'y a pas de rappel prévu, mais bien entendu, tout ça sera réévalué une fois qu'il y aura de meilleures données sur la durée de protection. Les co-administrations sont possibles. Et puis, finalement, donc l'AHAS a élargi la recommandation de vaccination au-delà de la cible que je vous ai présentée avant, qui était que les personnes à risque. Et la HAS propose désormais de vacciner toutes les personnes à partir de 65 ans. Alors, on a un avis un peu réservé sur cette recommandation, sur l'utilité de vacciner toutes les personnes à partir de 65 ans en bonne santé. Bon, c'est une question dont on pourrait discuter. Bon, mais il est clair que, en tout cas, ça sera dans le calendrier vaccinal. Mais il faut aussi savoir que ce vaccin, à partir de 65 ans, chez les personnes non à risque, n'est pas encore remboursé, qu'il devrait l'être d'ici l'été. Alors probablement que les pharmaciens font peut-être pas la différence si vous le prescrivez, mais il faut savoir qu'il n'est pas encore remboursé par rapport à cette cible qui ne sont pas les patients identifiés comme à risque, donc en particulier qui sont en ALD. Alors chez le nourrisson, il y a eu des essais et dans le schéma qui est le schéma de vaccination contre le pneumocoque à 2, 4 et 11 mois, les essais ont montré une immunogénicité
insuffisante et il y a eu de nouveaux essais qui ont été faits et il y a désormais une AMM pour le Prevnar 20 à 4 doses, donc qui sont 2, 3, 4 et suivi d'un rappel à 11-15 mois. Actuellement, le Prevnar 20, avec ce schéma-là, il n'y a pas de recommandation en France, il n'est pas introduit au calendrier vaccinal, mais il faut savoir qu'il va y avoir un débat par rapport aux couvertures sérotypiques. Et puis, il y a un nouveau vaccin qui vient de recevoir l'AMM européenne il y a 3 jours, donc qui va s'appeler le Capvaxive, qui est un vaccin à 21 composants de compositions différentes. Et je vais rapidement vous montrer les différences de couverture sérotypique. Et pour comprendre ça, il faut comprendre un peu ce qui se passe sur le plan épidémiologique. Quand on regarde ces courbes, on voit, je vous ai encadré 2022 pour aller plus vite, vous voyez que la grande majorité des infections invasives sont liées à des sérotypes qui ne sont pas présents dans les actuels vaccins commercialisés, que ce soit le 13, le 15 ou le 20. Alors il y a bien entendu des différences, le 20 ayant une meilleure couverture pour autant que le 13 ou le 15, mais vous voyez que près de 40% en 2022 chez les plus de 65 ans, d'ailleurs c'est le cas puisqu'on donnait une couverture à 61%, ne sont pas compris et chez le nourrisson c'est à peu près pareil. J'ai fait un tableau et je vous ai mis en jaune et vert les sérotypes qui sont contenus justement dans le 21 et en rouge ceux qui sont compris dans le 20. Mais ce que vous voyez si vous regardez, c'est qu'à peu près dans toutes les tranches d'âge, on a entre 40 et 49% d'infections invasives qui sont liées à des sérotypes qui ne sont pas compris dans les vaccins 13, 15 et 20. Les infections, le 20 apportant entre 25 et 30% de couverture supplémentaire par rapport au 13 ou au 15. Le 15 apportant, comme on l'a dit, 10% supplémentaire par rapport au 13. Mais vous voyez que chez le nourrisson, aujourd'hui, la couverture sérotypique chez les moins de 2 ans n'est que de 13%. Et donc, bien entendu, que la stratégie vaccinale va être réévaluée parce que faire un vaccination... Alors, bien entendu, on peut dire que ça ne couvre que 13% parce qu'on couvre aussi les sérotypes qui sont actuellement contenus dans le 13 et qu'il y aurait une augmentation du nombre d'infections couvertes actuellement par le 13. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, on vaccine avec des vaccins qui ont une couverture sérotypique extrêmement faible par rapport à ce qui circule. Donc la question va être, je pense, prochainement pour la CTV, et à nous de réfléchir sur quelle va être la meilleure stratégie vaccinale par rapport à l'offre qui existe. Alors, si vous regardez, vous voyez le V116, c'est le 21, et ce vaccin a fait un choix d'avoir une couverture sérotypique un peu différente du 20. Ce n'est pas le 20 plus 1, c'est le choix d'abandonner quelques sérotypes qui sont couverts par les vaccins de l'enfant, qui seraient peut-être moins virulents. Et vous voyez encadré en bleu, ce sont les sérotypes qui circulent le plus aujourd'hui. Et avec les flèches rouges, ce sont aussi ceux qui circulent, mais qui sont aussi présents dans le 20 et éventuellement dans le 21, sauf pour le sérotype 15B. Donc on voit qu'actuellement, par rapport aux sérotypes circulants, il y a probablement une question de choix de stratégie et de vaccins qu'il faudra avoir et que, par exemple, la recommandation non préférentielle entre le 13 et le 15 peut questionner, que l'introduction du Prevnar 20 chez le nourrisson peut questionner, mais qu'en même temps, ça voudrait dire revenir à un schéma de primaire vaccination avec 2, 3, 4 mois, puis 13, 15, et donc modifier tout le calendrier vaccinal. Donc vous voyez les questions qui vont se poser. Et donc, il y a encore d'autres vaccins qui sont en développement, je voulais vous le dire comme ça. Il y a un 24, il y a un 31,
avec d'autres choix. Donc, c'est intéressant de continuer à vous mettre à jour. Et donc, pour conclure, on peut dire quand même que la vaccination, pour ne pas être complètement pessimiste, que la vaccination a entraîné une baisse globale de l'incidence des infections invasives, qu'elle a un impact sur la prévention des pneumonies à pneumocoques, que pour autant, il y a des remplacements de sérotypes pathogènes par des sérotypes non vaccinaux, qu'il y a des difficultés à anticiper quels seront les sérotypes pathogènes quand on met en point un nouveau vaccin, et que c'est compliqué parce que entre le temps de développement et le temps de commercialisation, qu'est-ce qui circule, qu'il y a une difficulté de plus en plus importante à produire des vaccins avec de multiples sérotypes, parce que plus on les associe et plus il peut y avoir une baisse d'immunogénicité de certains sérotypes. C'est un peu le cas probablement pour le Prevnar 20 par rapport au nombre de doses. Est-ce qu'il faut continuer à cibler tous les sérotypes circulants ou les plus pathogènes et que, bien entendu, il faudra tenir compte de ça pour les recommandations, que la couverture sérotypique d'un vaccin avec des données uniquement d'immunogénicité ne veut pas toujours dire efficacité clinique et que, par exemple, sur les nouveaux vaccins, aujourd'hui, on n'a pas de données encore d'efficacité clinique et qu'il va falloir définir une stratégie bénéfice-risque et coût-efficacité. Et par exemple, vacciner tous les adultes de 65 ans en bonne santé, est-ce que ça a du sens sur le plan coût-efficacité par rapport justement à toutes les priorités, ou au fait de dire, ben ceux-là, est-ce qu'on met du méningo parce que même si, voilà, on sait très bien que la musette commence à être lourde et que l'observance va être compliquée, l'adhésion des patients aussi. Mais pour autant, et ça rejoint ce qu'a dit Amandine, il faut absolument améliorer la couverture vaccinale, surtout des populations cibles dans un premier temps. Et si on est un peu réservé sur la recommandation de le vaccin pour tous à partir de 65 ans, par contre, je crois que là aussi, on doit être extrêmement attentif à vacciner nos patients à risque, nos patients immunodéprimés, nos patients chroniques, et bien vérifier leur statut vaccinal. Je vous remercie. Merci Serge. Donc vous avez bien compris qu'il faudrait revenir l'année prochaine parce que ça va encore changer. Le prochain calendrier vaccinal devrait être publié au moment de la semaine européenne de vaccination, c'est-à-dire la dernière semaine d'avril. Donc là, il va falloir regarder de près ce qui a changé. Après, je vous rappelle que quand c'est dans le calendrier vaccinal, ça ne veut pas forcément dire que le remboursement, c'est pour ça qu'on a parlé de remboursement avant l'été, il faut que ça paraisse au JO, donc c'est encore une autre étape. Donc c'est vrai que ça devient très très compliqué de savoir ce qu'on peut faire, quand, à qui et si ça va être remboursé ou pas. Mais bon, c'est pour ça qu'on a essayé de vous donner un peu d'informations. Des questions par rapport au pneumocoque, à la vaccination pneumocoque? Tu les as désespérés, je crois. Oui, bonjour. Merci pour cette présentation relativement complète et complexe. Je pense qu'avec le méningo, c'est un des dossiers vaccinaux les plus complexes qu'on a aujourd'hui en France. La question est un peu secondaire par rapport à la vaccination, mais l'impact sur les résistances. Puisqu'on avait par exemple ça, alors c'est un exemple qui est un peu classé, mais la diphtérie par exemple, on sait que la vaccination a diminué la pathogénicité des souches circulantes, mais aussi il y a moins de résistance. Donc, est-ce qu'on a quelque chose du même type sur les vaccins pneumocoques, et en particulier quand on change justement d'un vaccin 13, 15, 20 ou 21, est-ce qu'on peut s'attendre à avoir moins souvent de souches résistantes par un mécanisme ou par un autre? Alors, je ne sais pas de quelle résistance tu évoques, mais c'est vrai que c'est peut-être un oubli dans ma présentation, mais à cause du temps, c'est que l'impact quand même de la vaccination a été une diminution de la résistance aux antibiotiques. Et ça, c'est quand même un point à mettre au crédit de la vaccination, et qu'il y a effectivement une moindre résistance des souches aux antibiotiques. Après, si c'est sur la nature du pneumocoque, je ne saurais répondre. Peut-être que vous avez des réponses.